Cette enquête, ils y ont pensé jour et nuit. Elle leur colle à la peau, comme le souvenir d'un mauvais rêve. 12 enquêteurs racontent heure par heure, minute par minute, le déroulement d'une affaire qui les a changés à jamais. À travers leurs témoignages, ce podcast offre une vision unique du crime. 7 avril 2012, dans le hameau de Bréélu. Maëva, 23 ans, est retrouvée morte, baignant dans son sang, son bébé hurlant coincé sous elle. En fouillant le passé de la jeune femme, Guillaume Bocry, le gendarme en charge de l'enquête, découvre l'histoire de Rodolphe, son ex-petit ami, décédé l'année précédente dans un accident de voiture. Les deux affaires sont-elles liées ? Récit de cette enquête de proximité. Vous écoutez Une enquête dans la peau, rumeur mortelle. Première partie. Je m'appelle Guillaume Bocry, j'ai 44 ans. En 2012, je suis enquêteur à la section de recherche de Versailles. Un service en charge des crimes les plus complexes. Des meurtres, des assassinats, des viols barbares. En avril 2012, je suis appelé sur une scène de crime d'une violence inouïe. Un bébé d'1 an hurle coincé sous le cadavre de sa mère. Maëva avait 23 ans. Elle ne verra jamais son fils grandir. Moi, c'est une affaire dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai 2-3 affaires comme ça, celle-là, je sais que je m'en souviendrai toute ma vie. À cause de cette jeune femme, à cause de ce petit bébé. C'est une gamine de 23 ans. Elle avait toute la vie devant elle. Donc c'est horrible. La traque de son meurtrier va durer 2 mois et demi. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. La nuit du 7 avril 2012, je suis de permanence. À 5h du matin, mon téléphone sonne, c'est mon supérieur. Il m'annonce qu'un meurtre a été commis à Chérence, un petit village du Val d'Oise. De toute façon, à la section recherche, quand le téléphone sonne, c'est que c'est des faits graves. Une jeune femme retrouvée à son domicile, morte. Ça serait son petit ami qui l'a découvert. Quand on vous annonce que c'est un meurtre, tout de suite votre cerveau il se met à tourbillonner, vous êtes réveillé, mais immédiatement. On prend la douche, on est déjà en train de réfléchir, on monte dans la voiture, on descend à toute vitesse à la SR, on prend le minimum d'informations et là on part. On est 3 dans la voiture, ça parle très peu. Route de nuit, longue route de nuit avec beaucoup de virages, on est dans le Vexin, c'est loin. Je suis vraiment dans la réflexion, je suis en train de commencer à réfléchir à comment je vais organiser ma direction d'enquête. On sait qu'on va voir une jeune femme morte, qu'on va voir un corps mort et que c'est pas anodin. Mais on se blinde. On met un mur entre nos émotions et nous pour pouvoir se concentrer sur l'enquête. Quand j'arrive sur Chérence, tout est vide, il fait nuit. Et vous arrivez vraiment sur le lieu des faits, et là, il y a un monde de fous. On se dit, ça y est, là, c'est parti. Je vais voir le premier OPJ sur place. Là, je veux tout savoir. À quelle heure ils ont été appelés, à quelle heure ils sont arrivés, qui y avait sur place quand ils sont arrivés. On m'explique qu'effectivement, c'est une jeune femme qui a été découverte baignant dans son sang, avec son bébé de 11 mois coincé sous elle. Déjà, le rez-de-chaussée, c'est du carrelage, il y a des traces de pas ensanglantées sur tout le rez-de-chaussée.
On arrive dans une chambre où nous avons Maëva, qui est couchée sur une planche de réanimation, juste en culotte. On a du sang qui est en train de s'écouler depuis le matelas qui est imbibé de sang jusqu'à l'escalier, qui est en train de goutter dans l'escalier. C'est retenu par un traversin, le sang qui goutte. Franchement, c'est une scène de crime assez glauque. On voit les murs blancs de la chambre qui sont aspergés de sang, quoi, clairement. Sans toucher le corps, mais on regarde, hein, on essaye de se faire une première idée, de voir par rapport les contusions qu'elle a. Elle a été rouée de coups. Clairement, de toute façon, quand on voit son dos, on voit qu'elle a été rouée de coups. Elle a des plaies à la tête. Elle a le dos qui est strié de bleu. Le médecin légiste nous dit non, c'était fait avec un objet contondant de type gros bâton ou batte de baseball. C'est pas possible. C'est pas possible de tuer une jeune femme comme ça. Elle était avec son bébé, elle a vu la mort arriver, quoi. Pour moi, personnellement, c'est une des pires scènes de crime que j'ai vues. De la manière dont ce petit garçon va se retrouver coincé sous sa mère qui est en train de se vider de son sang, lui qui baigne dans le sang, mais franchement, oui, c'est horrible. Alan, son conjoint, la découvre à 2h43, il me semble. On peut estimer que l'enfant a dû rester environ 2h30, 3h coincé sous sa mère. Moi, je rentre du travail, il est tard, mon enfant pleure, sa maman est en sang dans la chambre. Alan, compagnon de Maëva. La seule chose qui me vient de manière automatique, c'est de faire des premiers soins, d'appeler les pompiers, faire du bouche-à-bouche, massage cardiaque. Ok, il y a du sang, il y a un lit, le lit du petit est fendu, elle est tombée, elle s'est fait mal à la nuque, il y a quelque chose qui arrive, mais à aucun moment on peut s'imaginer qu'il y ait eu un vrai drame, en tout cas, ouais, un vrai drame qui s'est déroulé là ce soir-là. On se dit c'est un accident alors. Exactement, en tout cas moi je me suis dit que c'était un accident. Mon téléphone sonne à 3h, par là, je sais plus. Gradiela, mère de Maëva. C'était Alan. Je me suis levée en 4e vitesse. J'étais réveillée son père. Comme il tardait, moi je suis partie en premier. Puis là-bas, il y avait du monde. Et ben là, tout de suite, les questions fusent. Je trouve Alan avec le petit dans les bras qui pleurait. Il y avait les gendarmes, les pompiers, SAMU. Moi, je serrais le petit, on berce l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il pleure. Puis on sort parce qu'on nous fait sortir, et puis c'est branle-bas le combat, et puis tout va très vite. La mère de Maëva fait vraiment peine à voir. Moi, personnellement, elle me touche parce que ça se dit sur son visage qu'elle est dévastée, quoi. Elle a des fils et tout ça, mais c'était sa fille. Elle avait une seule fille. Et je me mets à la place des parents. Je me dis, si c'était moi, si ça arrivait chez moi, c'est horrible. Perdre un enfant comme ça, elle avait 23 ans. Elle n'était pas censée mourir. Pas censée mourir avant ses parents. Je comprends pas. J'arrive sur une scène de crime comme ça et je comprends pas. Il y a quand même un vrai souci entre ce que je vois, intérieur rangé, petite maison propre, et ce crime aussi violent. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne cadre pas. L'appartement n'a pas été fouillé, mais il manque un sac. Il manque le sac à main de Maëva. On se dit un voleur, un voleur qui prend que le sac à main, ça nous paraît assez incohérent. Mais pourquoi ce sac à main manque? Il est passé où? C'est la seule chose qui manque dans l'appartement, ce qui est quand même extrêmement bizarre. J'ai demandé à la famille une photo de Maëva qu'on a mis dans le dossier. On voit une jeune fille heureuse, quoi. C'est bête, hein, ça veut strictement rien dire, mais je sais pas. J'ai toujours une photo de la victime pour laquelle je travaille.
Maëva, la victime. C'est une longue histoire avec Maëva. On s'est rencontrés, on avait 6 ans. C'était ma princesse de bal à l'école. Donc on a des photos ensemble. C'était ma princesse. Et après, on a une petite histoire de jeune adolescent quand on avait 14 ans. Et après, on s'est retrouvés vers nos 19 ans. Ça prend un certain temps pour arriver à se souvenir de son visage, arriver à se souvenir de ce qui s'est véritablement passé. De la vie qu'on a pu avoir, moi, j'ai éludé pendant plus de 6 mois. Et quand est-ce que ça revient alors? Environ 6 mois plus tard, tout doucement, par rapport à des souvenirs, des flashs. Je la vois en train de rigoler. Vraiment, je me vois avec les fous rires qu'on a pu avoir ensemble. C'est vraiment cette image-là qui reste gravée. C'était une petite guerrière, paraît pas avec ses petits bras, mais qui avait vraiment beaucoup de force. Et voilà, je vais m'arrêter là. C'était la chouchoute de la maison. Christian, père de Maëva. Du fait qu'avoir une fille par rapport à 4 garçons, c'était l'événement, quoi. Ses frères sont plutôt réservés. Et elle lorsqu'elle rentrait, on l'entendait, quoi. Elle mettait de l'ambiance. Quand elle était en train de préparer son CAP, à sa première année de CAP de coiffure, elle a retrouvé Alan. Un jour, elle est rentrée, elle me fait « Maman, t'as eu ton premier enfant à quel âge ?» Je savais ce qu'elle entendait par là. Puis effectivement, elle voulait cet enfant, et puis... Il y a une victime et il y a un auteur potentiellement qui est dangereux, qui a tué, donc qui est en capacité de recommencer. Pour les familles, c'est terrible, ça les ronge. De la même façon, ça ronge l'enquêteur. Avoir un dossier qui ne sort pas, c'est terrible pour un enquêteur. Vous devez impérativement trouver l'auteur des faits. Une enquête, c'est quoi? C'est de la chasse. C'est de la traque, c'est de la chasse. Il faut avoir l'instinct de chasseur pour faire ce type d'enquête. En tant que conjoint de la victime, Alan est le premier suspect. La première personne qui va être suspectée, c'est Alan, forcément. Plus la personne est proche de la victime, plus on va s'intéresser à elle, forcément. On ne connaît pas Alan, on ne connaît pas son couple, on ne sait pas comment ça va dans son couple. C'est lui qui la découvre, il est couvert de sang. Moi, je me suis très rapidement fait embarquer par la gendarmerie pour prendre des empreintes, les chaussures, les vêtements. On se demande qu'est-ce qui se passe. Il va être mis à poil, ouais. Ses vêtements vont être totalement saisis. C'est extrêmement violent pour lui. On a un tel taux de stress et d'adrénaline à l'intérieur, on ne peut pas essayer de réfléchir. On ne pense même pas à un seul moment, à ce moment-là, qu'on peut être identifié comme quelqu'un qui est à l'origine de ce drame. Vous avez un regard vide, un gars il est éteint, on lui dit assieds-toi là, il s'assied là, lève-toi, il se lève, un garçon perdu, quoi. Vers 7, 8, 9 heures du matin, j'ai entendu dans une bribe de couloir que ce serait un meurtre. Mais j'ai entendu de gendarmes qui parlaient entre eux. Alors que ça faisait peut-être la 5e ou 6e fois que je me faisais interroger et je comprenais même pas pourquoi je me faisais interroger. J'ai de la pitié pour lui parce que ce garçon-là, il a perdu sa femme, il a fait un massage cardiaque à sa femme qui était en train d'agoniser. En même temps, on se dit il est peut-être lié au meurtre de sa femme. Donc je garde une certaine distance.
Très vite, l'alibi d'Alan est vérifié. À l'heure du crime, il travaillait dans un restaurant. Mais ce que les gendarmes locaux m'apprennent, c'est qu'il a déjà eu des problèmes pour un petit trafic de drogue. La cocaïne, ça génère quand même de l'argent. Donc on ne sait pas, ça peut être quelqu'un en manque, ça peut être quelqu'un qui voulait de l'argent simplement, ça peut être une dette de stupéfiants non payée d'Alan. Tout peut être envisageable. Quand il s'agit de produits stupéfiants, tout peut être envisageable. Ils écartent rapidement cette piste-là. Je suis pas un caïd. Voilà, ils voient très bien qu'il y a pas à creuser plus profondément. Cette piste des stupéfiants, on va être obligé de la creuser et d'y travailler. Mais effectivement, on comprend très vite que ce n'est pas la bonne. Il y a un meurtre qui est commis, forcément, on a besoin de savoir si ces gens-là ont des ennemis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous en vouloir? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous en vouloir? Et là, le nom de Berruet va sortir. Alain et Enda Berruet. Le nom du couple Berruet apparaît pour la première fois dans l'affaire. C'est des gens qui ont, je sais pas, une soixantaine d'années. Donc c'est des gens qui sont impliqués dans la vie locale. Et lui, il est artisan. On n'entend pas trop parler de lui. Il est très ami avec le père de Maëva. Il est marié avec Enda Berruet. Elle ne travaille pas. Ils ont 2 enfants. Donc on va se renseigner un peu auprès de la brigade qui vont nous dire oui, effectivement, les Berruet, nous on les connaît, mais on les connaît parce qu'ils ont perdu leur fils, Rodolphe Berruet, en août 2011. Il apparaît que Rodolphe était l'ex-petit ami de Maëva. Donc tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Quand ils auront pu, visiblement, Rodolphe continuait à lui envoyer des SMS, plutôt à caractère sexuel. Michel, ami de Maëva. Alors que bon, elle avait fait sa vie avec Alan et Rodolphe avait refait sa vie avec Christelle. Elle en a fait part à Alan. Elle a dit qu'elle avait reçu plusieurs messages de Rodolphe qui l'importunait. Et donc, Alan a montré les SMS à Christelle, la compagne de Rodolphe. Et ça a fait une esclandre. Christelle a rompu. Rodolphe a pris sa voiture. Certainement qu'il a bu. Et il s'est tué en voiture. Alain et Enda Berruet ont besoin d'un coupable pour la mort de leur fils. Ils ne peuvent pas concevoir que leur fils se soit tué tout seul lors d'un banal accident de la route. Non seulement ils pensent que leur fils est victime d'un meurtre, mais ils pensent que les auteurs du meurtre pourraient être Alan et Maëva. Ce qui veut dire que lorsqu'ils croisent Maëva et Alan en novembre 2011 à la supérette de Brélu, Enda Berruet va s'en prendre violemment à Maëva. Elle va lui dire qu'elle va mourir, qu'elle va la faire souffrir autant qu'elle-même a souffert. Des vraies menaces de mort à son encontre. Alain Berruet va s'en mêler également, va s'en prendre à Alan, le petit ami de Maëva. Il va l'insulter, il va vouloir lui casser la figure. Ils ont très peur. On sent qu'il y a une animosité. On s'arrête plus à la supérette quand ils sont là. On fait attention de ne pas les croiser. Il y a une appréhension par rapport à tout ça. L'audition du couple Berruet. La piste Berruet est extrêmement intéressante. Le lendemain des faits, en faisant du porte-à-porte, on découvre un témoin clé qui va vraiment faire avancer l'enquête. Un médecin qui rentre de chez ses parents, à pied, avec son bébé, et il passe dans la rue où habitent Alan et Maëva. Il est minuit, il voit un véhicule blanc qui est garé devant le domicile de Maëva, avec un monsieur blond ou cheveux blancs ou blonds,
avec des gants Mappa, roses, et qui, au fur et à mesure qu'il avance, se tourne pour pas qu'il puisse le voir. Potentiellement, M. Berruet, il rentre dans les clous, quoi. Cheveux gris, M. Berruet rentre dans les clous. Véhicule blanc, M. Berruet a un véhicule blanc, donc voilà, pour nous, c'est quand même extrêmement intéressant. Concernant les Berruet, pour être clair, c'est notre piste principale. Mais on n'a encore pas d'éléments pour la concrétiser. 2 jours après les faits, je choisis d'entendre les Berruet comme simples témoins. Je ne peux pas les mettre en garde à vue parce que je n'ai pas assez de preuves pour le faire. Chaque enquêteur a sa préférence. Moi, c'est les auditions, les gardes à vue et les auditions. Alain Berruet, à l'aise. Quelqu'un d'à l'aise, quelqu'un de poli, quelqu'un de serein. Il va nous expliquer c'est un ami du père de Maëva et que vraiment il a du chagrin pour lui, qu'il va le soutenir, qu'il faut vraiment trouver le salaud qui a fait ça. Il nous explique sa soirée, qu'effectivement ce soir-là, le samedi soir, il est parti chez lui vers les 20h, il est mangé chez des amis qui habitent à 500 mètres à Brélu. Il a pris la Clio de sa femme, il nous explique. Il allait manger chez eux, il est rentré sur les coups de, selon lui, 23h, un peu alcoolisé. Il est rentré chez lui et s'est couché. Enda Berruet, physiquement une personne assez dure, très fermée. Depuis le décès de son fils, elle est sous médicaments. Je pense qu'elle est vraiment en grosse dépression. C'est une femme qui est détruite, qui ne vit qu'à travers son fils qui est mort. On a eu beaucoup de mal à lui faire baisser la garde. Elle, c'était je me souviens de rien, j'étais sous médicaments, je dormais et je me souviens de rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. On n'a rien à voir avec cette affaire-là. Pour employer un terme, on va dire, police, je dirais, pour nous, quand on sort de l'audition, elle pue, quoi. Enda Berruet, elle n'est pas claire. Elle se réfugie trop derrière le truc, je me souviens pas, j'ai mes médicaments, je me souviens pas. Elle est agressive, pour nous, elle sent pas bon, quoi. Il y a quelque chose, on sent qu'elle est pas claire du tout, quoi. Ils comprennent très bien qu'ils sont soupçonnés de meurtre. En même temps, on est très sympa avec eux, je suis très sympa avec eux. J'ai l'impression de faire un poker menteur quand je suis face à des gens comme ça. Globalement, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire sur 10 pages, rien qui m'intéresse. Franchement, ils nous ont raconté de la merde. Leurs 2 auditions de témoins, il n'y a rien dedans. Sauf qu'il y a un élément qui est primordial pour notre enquête. C'est Enda qui nous dit il a pris sa 205 break et lui qui nous dit moi j'ai pris la Clio. C'est rien, mais c'est hyper important comme élément pour nous. Véritablement. Parce que c'est une incohérence. Et nous avons un témoin qui nous dit avoir vu une camionnette près de chez Maëva. Avec ces éléments, je demande qu'on perquisitionne leur domicile et leur voiture. Parce que s'il y a des preuves, il faut vite les récupérer. Guillaume Bocry perquisitionne le domicile des Berruet. Vu le sang qui a été projeté dans l'appartement de Maëva, on se dit l'auteur des faits a forcément eu du sang sur lui. Donc on va en retrouver, si c'est Alain Berruet, sur ses vêtements ou dans ses voitures. Et rien. Ça donne strictement rien. On ne trouve aucune goutte de sang, ni dans le véhicule d'Alain, ni dans le véhicule de sa femme, ni sur ses habits. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour, adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective
et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Aurélia Brault et réalisé par Aurélia Brault et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Maria Gassan. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Couenne.